j'appelle moi un ami secret, c'est-à-dire ce terme que Pétrarque utilisait pour parler des auteurs classiques, latins et grecs, puis là des auteurs qui par leur justesse, par leur volonté, par la richesse de leur œuvre, évidemment ont des vertus éclairantes, sont ces alliés substantiels dont parlait René Char. Donc voilà, il continue d'être ça, avec un amour de la nature qui est aussi quelque chose que moi j'ai appris à vivre, à ressentir avec le temps. Son journal a été compagnon de promenade pendant des années, il y a presque 30 ans, tous les jours, on le voit. Nous habitons le rivage et il n'y a personne entre la mer et nous. Les hommes sont mes joyeux camarades, mes compagnons de pèlerinage qui charment le chemin, mais qui m'abandonneront au premier tournant de la route, car il y a une route sur laquelle personne n'ira aussi loin que moi. Henri David Thoreau, L'homme qui marchait à la lisière du monde, par Françoise Estève et Nathalie Triandafilides. Thoreau, c'est quelqu'un qui fait penser, qui provoque à penser. Je crois que c'est pour moi la chose la plus importante. Non pas qu'il faille l'imiter, non pas qu'il faille le transformer en un gourou, mais c'est une sorte d'écrivain qui propose une façon de réfléchir et de tout soumettre au crible de son jugement. Ne rien accepter, ne pas s'engager dans les ornières de la pensée et penser autrement, penser ailleurs. Dans un livre, j'avais parlé de son excentricité. Il est allé s'installer à Walden, donc dans les bois, au bord d'un lac, près du village de ses parents. Et c'est significatif qu'il est allé vivre hors du centre. C'est vraiment l'excentricité réalisée dans une mise en scène et qu'il utilise pendant un certain temps de sa vie pour expérimenter. Inclassable et irréductible Thoreau. En dépit de ses paradoxes et de ses multiples facettes, la vie de l'extravagant Henri David Thoreau apparaît rigoureuse et cohérente. Ce grand marcheur était mu par une curiosité scientifique, naturaliste, botaniste, ethnologue à ses heures, écologiste avant la lettre, mais aussi rêveur vagabond, mystique sans religion. En marge des préoccupations matérielles de son temps, objecteur de conscience, Thoreau fut aussi un homme engagé, dont se réclamèrent Tolstoï, Gandhi, Martin Luther King. Thoreau a écrit des récits de voyage, compte rendu de ses expéditions extrêmes dans les forêts du Maine et au Cap Cod. Il a raconté son expérience de vie dans sa cabane des bois de Walden. Il est l'auteur d'essais et bien entendu du pamphlet politique La désobéissance civile. Tout au long de son existence, chemin faisant, il a rédigé un journal qui comptait plus de 30 cahiers à sa mort, œuvre gigantesque dont seuls quelques fragments sont publiés en français. Thoreau fut formé par Emerson et fréquenta un temps les transcendantalistes de sa ville de Concorde, ces philosophes non conformistes, ces réformateurs idéalistes, pour la plupart d'anciens pasteurs, chercheurs extravagants de la vérité qui voulaient atteindre la conscience première d'avant toute institution humaine et renouveler l'âme des hommes par le contact avec la nature. Ce fut là son terreau intellectuel. Mais Thoreau était trop individualiste pour appartenir à un groupe. Il avait d'ailleurs peu de sympathie pour l'homme. Il se créa son propre mode de vie selon l'éthique de la pauvreté volontaire. Mais la voix de cet homme secret nous parvient aujourd'hui avec plus de force que jamais, car sa clairvoyance fut grande.
Lui qui voulait préserver l'âme du monde, mettait les hommes en garde contre les désastres écologiques et humains à venir. Écoutons la voix de cette conscience à la lumière obscure de notre époque. Toutes les feuilles et tous les rameaux étaient ce matin recouverts d'une étincelante armure de givre. Même les herbes dans les champs découverts portaient d'innombrables pendants de diamants qui tintaient joyeusement quand le pied du promeneur les effleurait. C'était, à la lettre, un naufrage de bijoux, une débâcle de joyaux. On eût cru qu'une des assises supérieures de la Terre avait été enlevée pendant la nuit, exposant au jour une couche de cristaux sans tache. Le spectacle changeait à tous les pas ou selon que la tête s'inclinait à droite ou à gauche. L'opale, le saphir, l'émeraude, le jaspe, le béryl, la topaze, le rubis étaient là. Telle est la beauté toujours. Non pas ici ni là, maintenant ni alors, non pas à Rome ni à Athènes, mais partout où il y a une âme pour admirer. Si je la cherche ailleurs parce que je ne la trouve pas chez moi, ma recherche restera stérile. Vous êtes en résonance profonde avec Henri David Thoreau, Marc Blanchet. Vous êtes parti sur ses traces dans le Massachusetts. Vous avez préfacé l'ouvrage de Thoreau, Les forêts du Maine. Il s'agit de 3 essais qui ont été regroupés en un volume aux éditions Corti, où il relate ces 3 voyages, on pourrait dire ces 3 expéditions, parce qu'elles se sont vraiment effectuées dans des conditions extrêmes, en 1846, 1853 et 1857, dans les profondeurs sauvages de l'état du Maine. Alors, est-ce que vous seriez d'accord, vous qui êtes écrivain, photographe, voyageur, pour donner une définition de Thoreau, une première définition, Thoreau comme un marcheur? Pour moi, il m'évoque un peu l'homme qui marche, de Giacometti, solitaire et obstiné. Est-ce que ça vous va comme définition, Marc Blanchet? Ça conviendrait, je crois, d'une certaine manière, ça serait la meilleure manière de le saluer aujourd'hui. Un homme qui marche et d'une certaine manière qui écrit autant qu'il marche, mais pour qu'il y ait écriture, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit enregistré de l'ordre d'une expérience, d'une manière d'être au monde, et ça passe par la marche. Et vous parliez de terme d'obstiné, je pense aussi que c'est très important, c'est-à-dire que dans cette marche, c'est pas qu'il y a un épuisement, mais il y a une sorte de continuité, presque une continuité excessive qui va le définir au cours des années, jusqu'à temps évidemment qu'on ait cette image aujourd'hui de sorte de marcheur continu qui semble à mon avis très juste et qui montre aussi cette façon de parcourir cette partie des États-Unis où il vit, la Nouvelle-Angleterre, de New York à la Nouvelle-Angleterre, sur cette manière un peu continue comme ça d'avancer avec quelques autres moyens de locomotion. Mais même quand il y a d'autres moyens de locomotion, je pense aux bateaux qu'il emprunte dans le Maine, les systèmes qu'il y a recours pour se déplacer un peu plus rapidement, il y a toujours cette manière comme ça d'avancer avec cette participation physique au monde. Dans son journal, Thoreau déclare qu'il marche, de façon quotidienne, 4 heures à peu près en dehors de ces fameuses expéditions. Mais alors, de quelle nature est la marche de Thoreau? Dans quel état d'esprit est-il? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on pourrait faire presque un parallèle entre son écriture et sa marche, les caractéristiques de chacune. C'est-à-dire que la marche, pour lui, n'est pas une marche raisonnée. On est certes dans la balade, mais on n'est pas dans la randonnée, on n'est pas dans cette sorte de définition territoriale et d'une certaine manière nominale de la marche qui existe aujourd'hui, avec une sorte de parcours imposé et aussi avec l'illusion que l'on découvre quelque chose quand déjà tout est balisé. Donc je pense que son écriture participe de la même manière, puisque ce journal qu'il écrit au cours des ans, il ne le reprend pas. C'est donc un journal avec ses répétitions, ses maladresses, ses errements. Et donc sa marche est pareille, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il va dans des endroits où il retrouve ce chemin, où il s'aperçoit qu'il piétine, où il s'aperçoit que sa marche n'est pas satisfaisante pour la journée, peut-être pas inspiratrice, mais en tout cas, il y a toujours cette manière de vivre les deux en même temps, c'est-à-dire d'écrire comme il marche et inversement, et donc quelque chose se construit sans cesse, de manière continue dans ce lien, cette interactivité entre la marche et l'écriture. Après avoir roulé, rampé à 4 pattes, enfoncé, rebondi et marché tour à tour pour traverser cette région accidentée, j'atteignis un flanc de colline, de montagne, plus exactement, où les rochers
les rochers gris et silencieux, formaient les seuls troupeaux à pâturer et ruminer leur ventrée de cailloux dans le crépuscule. Et il me regardait d'un œil gris et sévère, sans mugir ni bêler. Ce qui m'amena sur la frange d'un nuage et borna ce soir-là ma randonnée. Mais au moment où je fis demi-tour, cette région du Maine, j'avais eu le temps de la voir, qui coulait, ondoyait et se ridait en contrebas. Thoreau se tient toujours à la frontière. Il est sur le seuil quand il est dans sa cabane. Il a tout de même défriché un tout petit peu les alentours. Et puis au-delà, il y a le monde sauvage ou l'ailleurs, que ce soit du train, peu importe. Quand il va au Cap Cod, c'est la même chose. Il est sur le rivage. Il est toujours de cette idée de la frontière qui peut être aussi une frontière intérieure d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, il utilise ce terme, ça c'est typique de son mode de fonctionnement. Il utilise le mot frontière qui est un mot de l'époque, même s'il n'est pas allé sur la frontière. Et il le transforme, la frontière c'est le lieu où on fait front. Michel Granger. C'est le lieu où on affronte. Alors quoi, je sais pas, c'est l'autre, c'est l'altérité, c'est autre chose. Et il se situe donc volontiers sur une frontière, je dis assez souvent le mot de lisière, parce qu'on a le lisière de la forêt, donc il est entre deux mondes. Il sait qu'il n'appartient pas au monde de la nature sauvage, il n'y fait que des incursions. Mais pour lui, ces incursions, c'est ce qui permet de se régénérer et ce qui permet en somme de réformer la société, au lieu qu'elle soit simplement urbaine, industrielle, trop civilisée. Elle va pouvoir, grâce à ces incursions, garder le contact avec la nature. Souvent, il utilise le mot se naturaliser. Donc, cette vie à la lisière, c'est ce qui permet de ne pas perdre le contact. Il y a une forme un petit peu paradoxale d'attention au monde chez Thoreau. D'une part, il y a le botaniste, le naturaliste, celui qui marche en observant la nature, qui fait des commentaires extrêmement précis, qui classe les animaux, la faune, la flore, et en même temps, il nous dit qu'il est dans une forme d'attention un peu flottante, qu'il faut que ses yeux errent. Et c'est là le rêveur qui prend le dessus. Alors il est quoi, scientifique, rationnel, rêveur, mystique aussi. Je crois que ce qui est intéressant avec Thoreau, c'est qu'il est aussi profondément humain. C'est-à-dire que en ceci, il nous ressemble ou on lui ressemble. C'est-à-dire que sa marche va être une partie éveillée et une partie flottante, comme vous dites. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, il est un voyageur avec quelque chose un peu de l'ordre du vagabondage. C'est-à-dire que, il se laisse aller au cours de la marche et là, à partir de ce moment-là, la pensée plus ou moins active et plus ou moins consciente. Et puis, en même temps, il y a une curiosité, quelque chose d'insatiable chez Henry David Thoreau, qui fait qu'il a besoin de noter, parce que je pense aussi qu'il mesure à quel point ce qu'il découvre à travers ses marches, que ce soit les dialectes indiens, que ce soit les arbres, la faune, la flore, ceci va subir une métamorphose. Il y a une curiosité peut-être héritière aussi du 18e, c'est-à-dire de rêver, de relever, j'allais dire révéler, tout ce qui constitue finalement l'émerveillement, comme si on avait aussi à nouveau une dualité, c'est-à-dire d'un côté ce bien-être de la marche, la méditation, cette sorte de méditation active à travers la marche, et puis en même temps de voir que ça c'est un support, il y a une nourriture dans tout ça, il y a des matériaux, et ça s'appelle des oiseaux, ça s'appelle des arbres, ça s'appelle des fleurs, ça s'appelle des plantes, qui en plus non seulement peuvent avoir un nom, voire un nom latin, mais en plus peuvent avoir des propriétés. Et je pense qu'à ce moment-là, Thoreau fait un travail de relevé de terrain. Nous n'avons pas encore trouvé de ce nez ardent et tendre à la gloire du blasphème qui éclate dans l'air tranquille de la nuit, tel peut-être un rauque croassement d'oiseaux. Les herbes malsaines et les eaux stagnantes ont leurs amants, et ceux qui profèrent des jurons devraient avoir des lèvres de miel et d'une certaine manière ressembler à l'abeille attique, car seules l'harmonie et la beauté essentielle, suprême, peuvent user des lois du son et de la lumière.
Ne serait-ce pas délicieux de rester plongé jusqu'au cou dans un marais solitaire pendant tout un jour d'été, embaumé par les fleurs du mirica et de l'érel, bercé par ces ménestrels que sont le moucheron et le moustique? Disons 12 heures de conversation familière avec la grenouille tachetée. Le soleil se lèverait derrière l'aune et le cornouiller gravirait allègrement les 3 largeurs de main qui le séparent de son méridien et irait enfin se coucher derrière quelques tertres hardis à l'Occident. Entendre dans 1000 chapelles vertes le moustique chanter son chant du soir et le butor se mettre à mugir dans son fortin caché comme le canon du soleil couchant. Certes, autant vaut tout un jour s'imbiber des sucs du marais que cheminer à sec sur le sable. Le froid et l'humide ne sont-ils pas des expériences aussi précieuses que le chaud et le sec? De même, l'ombre ne vaut-elle pas le soleil? La nuit, le jour? Pourquoi serions-nous toujours aigle ou caille, jamais hibou ni engoulevent? Et le courage de Soro, Guillaume Villeneuve, c'est de mettre sa vie en adéquation avec sa philosophie. C'est ça son plus grand courage. Absolument, c'est-à-dire de quitter, de faire sécession pour commencer, avec un système social et économique qu'il réprouve, prouver que l'on peut vivre en autarcie, en disant adieu, comme l'ont fait les pères du désert, à un système donc d'oppression, de mensonge, trouver sa subsistance, enfin la faire pousser, vivre éventuellement de cueillette et arriver aussi à avoir une autonomie intellectuelle et morale. C'est quelqu'un pour vous, Michel Granger, qui met en scène sa vie. Oui. Oui, c'est l'idée de mettre en scène donc une vie pas très intéressante, pas grand-chose qui se soit passé, à la différence d'un Melville qui est allé vivre chez les cannibales, qui est allé dans les mers du Sud, sur des bateaux de guerre. Lui a une vie relativement simple, terne, dans une petite bourgade des environs de Boston. Concorde. Bon, c'est une petite ville qui est une ville quand même assez marquante. C'est le haut lieu de la culture américaine au XIXe siècle. Mais en dehors de ça, et de ses contacts intellectuels, il n'a pas fait grand-chose. Il a eu une vie très très simple. Une fois qu'il est revenu de Harvard, donc il a fait des études à Harvard. En 1837, il sort de Harvard, il se cherche un emploi. Il est pendant un certain temps instituteur, et puis on lui demande d'imposer la discipline, donc il refuse ça, il quitte. On peut dire que son existence a été rythmée par des actes de désobéissance civile. En effet, peut-être le premier était-il son refus de battre des élèves dans l'école où il avait été nommé après avoir quitté Harvard. Guillaume Villeneuve. Et puis, pour montrer, avant de démissionner, l'absurdité des férules, il avait battu une matinée 6 élèves choisis au hasard et sans aucune raison, après quoi il était parti. Donc, c'était certainement un esprit rebelle. Il y a la prairie, l'espace libre, au-delà de vos lois. La nature est la prairie des proscrits, des hors-la-loi. Il y a 2 mondes, le bureau de poste et la nature. Je les connais tous 2. J'oublie continuellement l'humanité et ses institutions, comme j'oublie les banques. Donc après, il a vivoté chez ses parents. Il aidait son père qui avait une fabrique de crayons, puis de graphite. Michel Granger. Il repeignait des maisons, il a construit la maison de ses parents. Donc il faisait des tas de choses. Un jour, il est même allé s'installer chez Emerson, le philosophe Emerson, pour s'occuper de la maison, parce que Emerson ne savait pas faire. Et puis... c'est ce que l'on pourrait appeler des petits boulots aujourd'hui. Des petits boulots, il était homme à tout faire.
Et puis par ailleurs, son métier principal a été d'être arpenteur. Donc il avait quelques connaissances qu'il avait tirées de ses années à Harvard, et il l'a utilisé pour mesurer les bois, les champs. Évidemment, c'était un métier qui lui permettait d'être dehors. Voilà. Mais en dehors de ça, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait beaucoup de marches, beaucoup de promenades, beaucoup d'excursions en Nouvelle-Angleterre, mais il n'est jamais tellement sorti de cette zone-là. Donc une vie sans relief, sauf quelques moments particuliers où il se met en opposition à la société, et on a presque l'impression qu'il a programmé, qu'il a mis en scène son attitude antagonique par rapport à la société. Alors c'est le changement d'ordre de ses prénoms et l'adoption du prénom Henry. Dont on ignore la raison. Il a simplifié, disons. Il a simplifié. Au lieu d'avoir ces deux prénoms, il n'en avait plus qu'un. On peut penser qu'il le préférait. C'est aussi peut-être une façon de dire « c'est moi qui me nomme ». Et puis il a refusé de payer la dîme, qui était une sorte d'obligation de l'époque pour l'église où il était censé aller. Donc il s'est mis un petit peu en marche et surtout après il en a parlé dans ses écrits, et d'une façon un tout petit peu grandiloquente. Il exagère. Et puis surtout, il y a cette installation dans les bois pendant 2 ans, où il va vivre dans une petite cabane. Qu'il va construire lui-même. Qu'il construit lui-même. Donc c'est Emerson qui lui prête un terrain, il emprunte une hache pour abattre des arbres, et puis il récupère des planches auprès d'un Irlandais, et il construit cette cabane en 1845, entre mars 1845 et début juillet. Et il s'installe symboliquement le 4 juillet, le jour de l'indépendance américaine. Il tourne le dos au village et il dit « Moi, seul, je suis indépendant, je vais vivre tout seul dans la forêt ». En fait, il vit à côté de Concorde. Et il rentre chez lui très souvent pour manger avec la famille ou avec les amis. Donc voilà, alors ça c'est un geste qui attire le regard. Lui qui était dans une situation pas très très bonne par rapport au village, parce qu'il était un fainéant, il ne travaillait pas. Donc vis-à-vis du village, il est celui qui est allé à l'université, puis finalement qui n'en fait rien. Après quelques années d'enseignement, il n'en a plus rien fait. Quand je m'installais dans les bois, au début, c'est-à-dire quand je commençais à y passer les nuits aussi bien que les jours, ce qui arriva par hasard le jour anniversaire de la fête de l'indépendance, le 4 juillet 1845, ma maison n'était pas encore prête pour l'hiver. C'était seulement un abri contre la pluie, sans cheminée, sans revêtement de plâtre, les murs faits de planches grossières et tachés par les intempéries, avec des fentes assez larges qui la rendaient fraîche la nuit. Les étais droits et blancs que j'avais sciés, la porte et les montants de la fenêtre nouvellement rabotés, lui donnaient l'air propre et aéré. Surtout le matin, lorsque les bois de charpente étaient trempés de rosée, si bien que je pouvais imaginer qu'à midi, il en coulerait une gomme sucrée. Pour mon imagination, elle conservait tout le long du jour, plus ou moins, ce caractère matinal, me rappelant une certaine maison sur la montagne où j'avais été l'année d'avant. Celle-ci était une cabane au grand air, pas encore revêtue de plâtre, propre à recevoir la visite d'un dieu voyageur, où une déesse pourrait laisser traîner ses draperies. Les vents qui passaient par-dessus ma demeure étaient de ceux qui balayent les cimes des chaînes de montagnes, apportant les accents brisés ou seulement leur partie céleste de la musique terrestre. Le vent du matin souffle sans cesse. Le poème de la création est ininterrompu.
mais rares sont les oreilles qui l'entendent. Partout, l'Olympe est en dehors de la terre. La société des hommes, de toute façon, n'est pas prêt vraiment d'accepter quelqu'un qui fonctionne de cette manière. Sa réputation faisait que, de toute façon, il avait quelque chose un peu d'indésirable pour la communauté Marc Blanchet qui existait à Concorde, cette communauté sociale. Je crois qu'en effet, et on pourrait même faire un parallèle avec une poétesse de la même période qui est Emily Dickinson, c'est-à-dire qu'aussi sa condition est de se trouver dans une certaine solitude, et la solitude d'un individu ne se mesure pas uniquement dans une distance physique et géographique, ou intellectuelle même, elle se mesure aussi dans une insatisfaction avec de rapport avec autrui. Donc je pense que d'une certaine manière, il y a une belle lucidité tout de même de l'être humain chez Henry David Thoreau, mais il y a aussi une incapacité à le rejoindre socialement, un peu à tout niveau, et même amoureusement, puisqu'il a un amour déçu qui, à mon avis, aussi tout comme Dickinson, un peu, je veux dire, a conditionné voilà un peu sa vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on n'arrive pas à être dans la société elle-même, qu'on a des déceptions sur des individus beaucoup plus identifiables, on se met en retrait. Et ce qu'il y a aussi d'assez fascinant, c'est que cette époque permet ça. Enfin, il menait une vie extrêmement frugale, une vie que l'on peut qualifier d'une vie de dénuement, qui était presque une vie érémitique à certaines périodes de sa vie. Frugalité certainement, végétarien, comme vous le savez, il l'écrit dans Walden, il se moque de ceux qui Guillaume Villeneuve le préviennent qu'il risque la maladie, la mort, même s'il ne mange pas de viande, et il s'en moque en leur montrant les chevaux ou les bœufs qui sont, croit-il, vous allez voir pourquoi je dis ça, végétariens, et qui sont évidemment beaucoup plus forts que n'est l'homme. Et je dis croit-il parce qu'évidemment, et c'est là peut-être l'un des fossés qui s'est créé entre le monde de Thoreau et nous, c'est que, comme vous le savez, notre humanité a réussi le tour de force de rendre carnivores des animaux herbivores. Je fais allusion au scandale des farines animales. Mais il y a un très grand respect de la nature, des animaux, de toute forme de vie, la plus microscopique, enfin le champignon, et puis bien entendu un très grand humanisme chez Thoreau, malgré sa très grande misanthropie. Alors, est-ce qu'on peut le taxer de misanthrope? Je ne sais pas. Quant à la nature, absolument, la nature est divine pour lui. On a l'impression qu'il se situe un peu dans le dilemme spinoziste, Dieu ou la nature. Il choisit la nature, il lui attribue des épithètes divines. Je crois qu'on ne peut pas être plus ancré dans la terre. C'est une sorte d'anté, vraiment. C'est un orant, c'est-à-dire c'est un être qui prie en permanence. Qui prie, comme vous le disiez, la nature et Dieu à travers elle, mais il est toujours conscient des retombées de ses actes, des conséquences de ses actes, même avant de s'engager pour les esclaves. À partir du moment, rappelez-vous, le premier chapitre de Walden s'appelle « Économie », et il montre là-dedans comment tout se tient et comment chacun de nos engagements, chacun des objets que nous voulons acquérir ou que nous achetons, etc., est lié par tout un réseau de conséquences à un certain ordre du monde que lui refuse absolument. Et donc, en ce sens, c'est le premier écologiste, et l'écologiste avec un grand E, c'est-à-dire celui qui fait de l'écologie le comble de la spiritualité. Rendu visite à mon engoulevent femelle dans son nid. Ne pus en croire mes yeux quand je l'aperçus, à 7 pieds de moi, couvant ses œufs, sa tête tendue vers moi. Elle avait l'air si saturnienne, si unie à la terre, pareille au sphinx, un vestige du règne de Saturne que Jupiter n'aurait pas détruit, une énigme à se casser la tête contre une pierre. Ce n'était rien de vivant, encore moins d'ailé, mais une figure de pierre ou de bronze, une œuvre d'art fantastique, comme le griffon ou le phénix.
avec sa poitrine saillante, son bec invisible, sa couleur et sa taille. On eût dit un de ces morceaux de bois demi-calcinés que l'on trouve dans les clairières. Jabot tacheté et strié de marron et de gris, houppe plate, grisâtre, passée, yeux presque clos à dessein, de peur que ses prunelles brillantes ne vinssent la trahir. La ruse pétrifiée du sphinx. Fantastique objet de bronze, propre à orner le manteau d'une cheminée ou à glacer d'effroi. La vue de cette créature accroupie sur ses œufs me fit penser à l'antiquité vénérable du globe. Il a lu évidemment les travaux des naturalistes de l'époque. Michel Granger. En particulier, il a été très influencé par les travaux de Humboldt, un naturaliste allemand et explorateur. Et on pense que ça lui a donné l'idée d'étudier tout de la nature dans les environs de Concorde, tout, c'est-à-dire faire des relevés de température, relevés sur l'apparition des fleurs, et tous ces faits qu'il a classés dans ses cahiers, essayer de les relier. C'est l'idée déjà embryonnaire de l'écologie, connaître un biotope et savoir tout ce qui s'y passe, et de là pouvoir mieux connaître la nature. Donc c'est ce qu'il a un peu séparé d'Emerson. Le regard est très important chez Seurat. Oui, alors ça, effectivement, le regard, c'est très important. C'est un thème qui revient constamment. Beaucoup de remarques sont là pour dire que si, en somme, on suit la routine, l'ornière, on ne verra rien. Parce que on va voir ce qu'on a toujours vu, donc on ne va rien découvrir, et que si on s'éduque le regard en faisant un effort, le terme qui revient chez lui, c'est être en alerte, d'avoir toujours le regard en alerte, toujours en attente. Il parle aussi d'anticiper. Donc ça n'est pas encore là, mais si on se prépare, au moment où ça va se passer, on aura le regard prêt. En somme, si un oiseau passe et que vous n'êtes pas prêt, vous verrez simplement une ombre et vous n'aurez rien vu. Mais si vous l'attendez, vous le saisirez au bon moment. Donc il y a tout un travail sur le regard, avec même des expériences de vision. Alors ça, il n'était pas le seul. Il le faisait à la suite d'Emerson, regarder entre les jambes pour voir le monde à l'envers. Vous voyez, des choses comme ça, voir à certains moments, voir des reflets, voir à travers des cristaux de glace, voir à travers des gouttes d'eau. Donc, essayer de voir différemment, être ailleurs, être au-dessus, monter sur une montagne pour voir d'en haut, prendre de la hauteur, voir à distance. Il fait des remarques sur les couleurs de l'eau du lac, suivant qu'on est près, suivant qu'on est loin. Alors ça suppose quand même un état de concentration chez cet homme que l'on pourrait imaginer comme un flâneur. Finalement, c'est pas ça. Ça suppose une concentration très très vive. Oui, c'est un état de tension permanente. Ah oui. Il est toujours tendu pour voir, pour noter. Il attend le surgissement de quelque chose. Oui, pour être prêt. Il n'y a jamais de repos. C'est pour ça qu'il faut faire attention à cette notion de loisir ou de fainéantise que dit la société. Le loisir pour lui, c'est justement être en alerte et voir ce que d'autres ne voient pas. Et à l'occasion de ce qu'il va voir, c'est peut-être percevoir quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité. D'ailleurs, dans Walden, il y a des passages sur la surface du lac, les reflets, sur l'impression que les hirondelles traversent la surface, alors que c'est impossible. Enfin, on est à la limite dans ce jeu d'optique de passer à travers le miroir et dans l'imaginaire. On est toujours à la limite. Comme je vous le disais, c'est un orant, c'est quelqu'un qui prie énormément, qui est en contemplation, qui regarde, qui a une fascination justement pour ces sagesses orientales du non-agir. Guillaume Villeneuve. De la contemplation.
il y a des pages étonnantes où on le voit comme se dédoublant lui-même. Dans le chapitre Solitude de Walden, on a l'impression qu'il s'observe lui-même. Il le dit, j'avais l'impression qu'une partie de moi était présente et me critiquait, un peu comme si c'était un yogi, si vous voulez, qui avait atteint cet état de presque de nirvana. C'est une occupation fort reposante pendant les beaux jours de l'automne, lorsqu'on goûte pleinement la chaleur du soleil, de s'asseoir sur une souche dans un lieu élevé comme celui-ci qui domine l'étang et d'observer les rides en cercle qui s'inscrivent sans cesse sur cette surface, par ailleurs invisible parmi les reflets des cieux et des arbres. Par-dessus toute cette étendue, rien ne s'agite qui ne soit aussitôt apaisé, calmé. Comme lorsqu'un vase plein d'eau est secoué, les cercles ébranlés atteignent les bords et tout redevient à nouveau paisible. Il n'est pas un poisson qui bondisse ou un insecte qui tombe dans l'étang sans que la nouvelle soit inscrite en rides concentriques, en lignes de beauté, comme le constant renflement de sa source, les calmes pulsations de sa vie, le soulèvement de son sein. Les frémissements de joie et les tremblements de douleur se confondent. Comme ils sont tranquilles, les phénomènes du lac. Thoreau a dit plusieurs fois qu'il n'avait pas rencontré véritablement de maître. Gilles Farcé, 1987. Même Emerson, qui lui a quand même servi de maître à ses débuts, ne satisfaisait pas toutes ses exigences. Il dit « Je n'ai jamais rencontré un homme véritablement éveillé ». Donc il a surtout été à l'écoute de son maître intérieur, de son gourou intérieur, mais je crois que s'il a eu vraiment un maître, peut-être était-ce cet étang, cette eau. Vous savez, les hindous parlent d'upaguru, de gourou auxiliaire, c'est-à-dire de toute chose animée ou en apparence inanimée qui peut nous donner un enseignement. Et je crois qu'on peut dire qu'en tout cas l'étang de Walden a été pour Thoreau un grand upaguru, en ceci que cet étang était pour lui finalement le lac de sa propre conscience. Sur cet étang, il voyait l'image de la conscience pure, cette conscience qui pouvait à la fois être fluide, obéir au mouvement du changement, et puis avec cette image aussi de l'étang gelé en hiver, sur lequel il patinait avec plaisir. Et Thoreau a vraiment s'est regardé dans cet étang, non pas comme Narcisse pour s'y noyer, mais plutôt pour être renvoyé à une image plus profonde et plus pure de lui-même. Il est certain que on a comme ça des invocations à la lune. Lune, ô sœur chère et pareille à la rosée, laisse tes ondées tomber sur moi. Je fais plus que t'aimer, j'aime le meilleur de toi. Guillaume Villeneuve. Et cet amour de la nature est toujours tissu de réminiscences mythologiques. Et en même temps, tout ce qu'elle évoque des Indiens. Thoreau, sans cesse, pense aux Indiens, pense à ceux qui ont précédé les Occidentaux colonisateurs. Et l'Indien, pour lui, est l'Américain le plus authentique. C'est l'Américain authentique, oui, tout à fait. Il pense que il peut se pénétrer de l'esprit de l'Indien et par conséquent éprouver la même empathie avec la nature. D'ailleurs, vous savez que les deux derniers mots qu'il aurait dit, ce seraient moose et Indian, c'est-à-dire orignal et indien.
L'orignal, oui, qui est une sorte d'élan. D'élan de caribou, oui, Voilà. dont il parle très souvent. Mais plus profondément encore, rebelle, il est hostile à l'ethnocentrisme. Et effectivement, pour lui, je parlais de son goût de la mythologie de l'Antiquité. L'Antiquité chez lui n'est pas occidentale à proprement parler. Par exemple, un personnage que Thoreau cite souvent, même nom, qui est le fils de l'Aurore dans l'Antiquité, et qui était noir, qui était en fait éthiopien. Donc effectivement, Thoreau n'est pas limité par une spiritualité particulière, biblique ou chrétienne, ni même par une race particulière. Il a une ouverture, justement, grâce à la nature, à sa vénération de la nature, une ouverture absolue. Son chant me ramenait au temps de la découverte de l'Amérique, à San Salvador, aux Incas, à la première rencontre des Européens avec la foi naïve des Indiens. Il renfermait à l'évidence une belle simplicité, rien de sombre ni de sauvage, rien d'autre que de doux et d'enfantin. S'y exprimaient surtout les sentiments d'humilité et de vénération. Comme je m'enquérais des feux follets et autres phénomènes analogues, l'Indien me répondit que les siens voyaient parfois passer des flammes accompagnées de bruits à différentes hauteurs, jusque même au sommet des arbres. Après cela, j'étais armé pour entendre parler des phénomènes les plus saisissants, les plus inconcevables dont les siens étaient les témoins. Ils sont au grand air, à toute heure et en toute saison, dans des lieux où les Blancs ne vont jamais. La nature avait dû certainement leur faire des milliers de révélations qui restent pour nous des secrets. Mais en quoi Thoreau est-il américain, Guillaume Villeneuve? Pour lui, il l'était suprêmement. Son idéal de liberté était on ne peut plus américain. Il faut se rappeler que pour les émigrants, l'Amérique était la terre de liberté absolue. Évidemment, comme d'autres, ils ont fait bon marché des peuples qui étaient là avant eux et qu'ils ont refoulés, exterminés, anéantis. Mais dans leur mythologie, le thème de la liberté occupe une place centrale qu'il n'a jamais occupée, évidemment, en Europe. Et d'où les critiques récurrentes de Thoreau à l'encontre des Européens, écrasés par leur passé, écrasés par leur servitude, et par conséquent, importance aussi pour lui de lutter contre l'esclavage, car l'esclavage lui renvoie l'image d'un Américain oppresseur et qui est donc parfaitement contradictoire. J'accepte de tout cœur la devise suivante. Le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins. Et j'aimerais l'avoir suivi d'effet plus rapidement et plus systématiquement. Exécutée, elle se résume à ceci, que je crois aussi. Le meilleur gouvernement est celui qui ne gouverne pas du tout. Et quand les hommes y seront prêts, tel sera le genre de gouvernement qu'ils auront. Un gouvernement au mieux n'est qu'un expédient. Mais la plupart d'entre eux sont d'habitude, et tous les gouvernements sont quelquefois nuisibles. Les mêmes objections qu'on a opposées à une armée permanente, elles sont nombreuses et de poids et méritent de l'emporter, peuvent en dernier ressort être opposées à un gouvernement permanent. Le gouvernement où la majorité décide dans tous les cas ne peut se fonder sur la justice.
y compris au sens restreint où l'entend l'humanité. Ne peut-il exister un gouvernement dans lequel les majorités ne décident pas virtuellement du juste et de l'injuste, mais bien plutôt la conscience, dans lequel les majorités ne décident que de ces questions où la règle de l'utilité est opérante? Le citoyen doit-il un seul instant, dans quelque mesure que ce soit, abandonner sa conscience au législateur? Pourquoi, alors, chacun aurait-il une conscience? Je pense que nous devons d'abord être des hommes, des sujets ensuite. Partagez-vous l'avis de Walt Whitman, Guillaume Villeneuve, vous qui avez traduit La désobéissance civile d'Henri David Thoreau, Walt Whitman qui disait « Ce que j'aime le plus chez Thoreau, c'est son esprit anarchiste, sa dissidence, le fait qu'il a suivi sa propre voie envers et contre tout. C'était un irréductible, Thoreau. » Vous avez tout dit, je crois. Effectivement, c'est quelqu'un qui est allé jusqu'à accepter la prison pour ses opinions, car finalement, malgré ce que l'on peut croire, la Constitution des États-Unis, d'une certaine façon, instaure un délit d'opinion. Et c'est bien le cas de la plupart des constitutions de nos États dits civilisés. Et c'est bien ce que dit Thoreau, d'ailleurs, dans son petit opuscule de la désobéissance civile. Il dit, quelque part, que le mal réside dans la Constitution. Et il parle de la sacro-sainte Constitution des États-Unis d'Amérique. Alors ce pamphlet, ce fut un véritable brûlot à l'époque? Un brûlot pour lui, en tout cas. Je ne sais pas s'il a eu autant que cela d'écho, mais pour lui, il en a eu, puisqu'il a été incarcéré. On est venu le chercher alors qu'il était dans sa thébaïde de Walden, et on l'a enfermé parce qu'il refusait de payer les impôts à un État esclavagiste et à un État qui était engagé dans ce que l'avenir montrerait comme étant la première guerre coloniale des États-Unis, la guerre du Mexique. Et par conséquent, il est allé jusqu'au bout de sa conviction. La loi n'a jamais rendu les hommes plus justes d'un iota. Et à cause du respect qui lui marque, les êtres bien disposés eux-mêmes deviennent les agents de l'injustice. Le respect indu de la loi a fréquemment ce résultat naturel qu'on voit un régiment de soldats, colonels, capitaines, caporals, simples soldats, artificiers, etc., marchant en bel ordre par monts et par vaux vers la guerre, contre leur volonté, disons même contre leur sens commun et leur conscience, ce qui complique singulièrement la marche en vérité et engendre des palpitations. Ils ne doutent pas que l'affaire qui les occupe soit une horreur. Ils sont tous d'une disposition paisible. Or, que sont-ils devenus? Des hommes le moins du monde? Ou des petits fortins déplaçables? Des magasins d'armes au service de quelques puissants sans scrupules? Visiter les chantiers navals et contempler un marin, l'un de ceux qu'engendre un gouvernement américain, ou tel qu'il peut le transformer avec sa magie noire, une simple ombre, un vague souvenir d'humanité, un homme lavé comme un mort encore tout vif, et déjà, oserait-on dire, enterré au son des armes et d'une fanfare. Il y a chez lui une réflexion sur la justice, et notamment dans le texte que vous avez traduit, Guillaume Villeneuve, sur la désobéissance civile. Alors là, effectivement, Thoreau va très très loin. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, le problème central pour lui, c'est la liberté. Cette liberté doit être assise sur la recherche de la vérité, et par conséquent, on en revient à ce que nous disions au début, c'est-à-dire que aux États-Unis d'Amérique, le problème de l'esclavage est un problème central, et par conséquent, toute son analyse sociale, toute son analyse philosophique tourne autour de cette question. Alors la désobéissance civile, c'est un texte qui a été publié en 1849 ?
En fait, on n'est jamais très sûr des dates. Tantôt on parle de 1848, tantôt 1849. Il avait quitté Walden, en tout cas, et certains disent que ce sont ces années les plus fécondes, les plus heureuses, si vous voulez, entre 1847 et 1852, la publication de Walden. Il n'avait jamais cessé de réfléchir à cette question. Il fallait qu'il dise ce qu'il avait sur le cœur et pourquoi, selon lui, la justice véritable avec un grand J imposait que l'homme vraiment vertueux s'expose physiquement, moralement et physiquement, c'est-à-dire qu'il s'expose à la prison pour la défendre. Il dit quelque part, il y a 999 professeurs de vertu pour un homme vertueux. C'est-à-dire que nous sommes tous, et moi le premier, nous sommes tous des professeurs de vertu. Mais sommes-nous prêts à nous engager physiquement? Sommes-nous prêts aujourd'hui, en France, en 2007, à ne pas payer nos impôts parce que nous désapprouvons la politique de la France, qu'elle soit, si vous me pardonnez des allusions très contemporaines, engagée en Afghanistan, par exemple, quelle est des relations diplomatiques avec tel ou tel pays que nous désapprouvons, ou sommes-nous prêts à le faire? Quand 1/6 de la population d'une nation ayant vocation d'être le refuge de la liberté sont des esclaves, que tout un pays est injustement envahi et conquis par une armée étrangère et soumis à la loi militaire, je pense qu'il n'est pas trop tôt pour que les hommes honnêtes se rebellent et fassent la révolution. Ce qui rend ce devoir d'autant plus urgent, c'est que le pays envahi n'est pas le nôtre, mais que notre armée est l'armée d'invasion. Et ce qui est très stimulant dans l'attitude de Soro, Guillaume Villeneuve, c'est toujours cet individualisme jusqu'au boutiste. Enfin, il estime qu'un homme seul face à la tyrannie de la majorité, face à la masse des hommes, peut sauver le monde finalement. Et il dit, il suffit qu'un homme seul donne la liberté à ses esclaves pour qu'il y ait l'abolition de l'esclavage. Alors c'est peut-être un optimisme excessif. Oui, sans doute. Son style est un style donc qui respire les allusions tant à la mythologie gréco-latine que à la Bible. Et alors cette image du juste seul qui peut sauver la société, elle nous rappelle l'histoire de Sodome et comment ce personnage biblique intercède auprès de Dieu pour sauver Sodome, dit mais s'il n'y a que 100 justes, 10 justes, etc., est-ce qu'on ne pourra pas sauver la ville? Évidemment, le saint qui était Gandhi s'en souviendra. Comme vous dites, s'agissant de l'esclavage, à certains égards, c'est un vœu pieux. Bon, il est certain que sans la détermination de gens comme Thoreau ou Frédéric Douglass et bien d'autres, la fin de l'esclavage n'eût pas été emportée aux États-Unis. Ça a été une très très longue guerre. Alors il y a un épisode très célèbre qui est l'épisode de la nuit passée en prison. Ça c'est bien connu, mais c'est très révélateur. Michel Granger. Et pendant un certain temps, donc, personne ne prête attention à cet intellectuel marginal. Et un beau jour, le gardien de prison vient le chercher et l'emmène en prison. Et il passe une nuit, puis le lendemain matin, on le relâche parce que quelqu'un, sans doute de sa famille, n'a pas accepté la honte d'avoir Henry en prison. Donc, on paye l'impôt pour lui, il est relâché. Il est d'ailleurs un petit peu dépité parce qu'il perd son pouvoir, sa visibilité, parce qu'il est très visible derrière les murs de la prison. Et puis il passe une nuit délicieuse finalement. Oui, il écoute la rumeur de la ville qu'il entend différemment. Il voit des poèmes circuler. Enfin, ça lui paraît un lieu tout à fait. Ah oui, il fait flèche de tout bois. C'est une occasion d'être ailleurs que dans le centre. Il est en marge, il est derrière les barreaux. Et il apprécie beaucoup cette situation. Mais enfin, l'essentiel pour lui, c'est d'être derrière, pour dire je suis un juste, je suis derrière les barreaux et vous n'y êtes pas.
Et l'intérêt, évidemment, c'est qu'après, il va en faire une conférence sur les rapports entre l'individu et le gouvernement, qui plus tard, donc en 1849, sera publié sous le titre « Résistance au gouvernement civil ». Plus tard, on lui donnera le titre de la désobéissance civile, qui est le terme qu'on a retenu, mais qui n'est sans doute pas de lui, c'est pas un titre de lui. Et pour ma part, je préfère le mot résistance, parce que le mot résistance est plus fort que désobéissance. Alors, désobéissance, c'est un terme déjà assez fort, enfin, c'est dire je refuse d'obéir, mais la résistance utilise un peu plus de force que la désobéissance. Donc ça, c'est un grand moment de sa vie, dont il va tirer un essai célèbre, et qui va le faire connaître au milieu du XXe siècle, un peu avant aussi avec Gandhi, mais surtout au moment de l'épisode des droits civiques. Les contestataires se réclament de Thoreau. Ils utilisent cette caution morale au moment où certains sont allés en prison avec ce livre en poche. Donc ça, c'est un grand moment de sa vie et qui est révélateur parce que c'est rien, c'est dérisoire. C'est une nuit passée en prison et il en fait un geste spectaculaire qui définit son personnage. Il est celui qui est en opposition, qui peut résister, qui n'écoute que la voix de sa conscience. Et qui se sent assez fort pour être sous cette autorité de la conscience et refuser toute autre autorité humaine. En ce sens, c'est un idéaliste absolu, où selon lui, la vraie politique, c'est celle d'Antigone, et non pas celle de Créon, bien entendu. Agir à partir du principe. Comprendre et accomplir la justice. Cela change les choses et les relations. Celle-ci est essentiellement révolutionnaire et ne correspond à rien de ce qui a pu être. Elle ne divise pas seulement les États ou les Églises, elle divise les familles. Allons plus loin, elle divise l'individu, sépare en lui le diabolique du divin. Sous un gouvernement qui emprisonne un seul être injustement, la juste place du juste est aussi la prison. La place idoine, aujourd'hui, la seule place que le Massachusetts ait fournie à ses esprits les plus libres et les moins serviles, ce sont ces prisons, pour être rejetés et enfermés hors de l'État par lui-même, car ils s'en sont déjà retirés par leurs principes. C'est là que l'esclave fugitif, que le prisonnier mexicain en liberté conditionnelle, que l'Indien venu plaider les torts subis par sa race les trouveront. En ce lieu séparé, plus libre et plus honorable, où l'État situe ceux qui ne sont pas avec lui, mais contre lui. La seule demeure d'un État esclave où l'homme libre puisse résider avec honneur. When John Brown went off the war to fight on the foreign shore, his mother sure was proud of him. As he stood so straight and tall in his uniform and all, his mother's face broke out all to a grin. Oh, son, you look so fine, well, I'm glad you're a son of mine. You make me proud to know you hold a gun. Do what the captain says, lots of medals you will get. Mais est-ce que, au-delà de ce pamphlet La désobéissance civile, Guillaume Villeneuve, est-ce que Thoreau s'est engagé d'une façon plus précise et plus active? Alors, il s'est engagé, comme vous le savez, lors de l'épisode de 1859, le fameux attentat manqué de Harper's Ferry, c'est-à-dire qu'il y avait un capitaine qui s'appelait John Brown, qui était anti-esclavagiste et qui avait décidé de s'emparer d'une armurerie, de voler toutes les armes et de les distribuer aux esclaves pour que les esclaves se battent et arrachent leur liberté. Et puis, il n'est pas arrivé à ses fins, il a été arrêté et cet homme
évidemment, a été jugé et pendu. Alors Thoreau s'est engagé à ses côtés, comme un certain nombre d'autres, Frédéric Douglass, dont je parlais, ce premier orateur noir qui était un ancien esclave et qui s'était échappé vers le nord, vers un État non esclavagiste, avant de devoir gagner le Canada puis l'Europe, parce qu'il avait été justement lui-même, Frédéric Douglass, compromis dans l'affaire John Brown, et on pensait qu'il avait été complice de John Brown. Donc effectivement, là aussi, engagement très périlleux. Pour un noir, il risquait sa peau tout simplement, et Thoreau aurait pu, dans un État du Sud, vraisemblablement être tué ou blessé pour ses positions, c'est sûr. Et je crois qu'il a également aidé des esclaves dans leur fuite. Il a effectivement participé à ce que l'on appelait le chemin de fer souterrain, qui était donc ce dispositif, enfin, on aidait des esclaves à prendre le train pour gagner les États du Nord, voir le Canada, et comme ça, trouver la liberté. Tout à fait. C'est un homme, Thoreau, qui est en recherche d'absolu. Oui. Il y a d'ailleurs, je n'ai pas la citation en tête, mais un moment où il dit qu'il recherche le bien absolu qui serait le levain qui fait lever la pâte. Michel Granger. D'une certaine façon, il cherche ce modèle-là. Il cherche à être celui qui va présenter un exemple de perfection morale. Alors, ce bien absolu, c'est peut-être insupportable pour certains. C'est un petit peu dur, c'est un petit peu trop exigeant. C'est vrai que quand on lit l'œuvre de Thoreau, on peut trouver même presque insupportable ces leçons de morale qu'il fait. Bon, il faut le prendre avec modération et se rendre compte qu'il s'agit d'un discours de provocation. Sa morale ou contre-morale plutôt. Ou sa contre-morale. Oui. Et il faut le prendre comme une stratégie pour bousculer le lecteur. Moins que quelque chose qui serait en somme très dogmatique et qui serait en somme systématique. C'est plus quelque chose de l'ordre du coup de poing pour provoquer une réaction. Il y a un petit texte qui vient de paraître, Michel Granger, de Thoreau, L'esprit commercial des temps modernes. Alors, aux éditions Le Grand Souffle. Voilà. Et vous nous livrez une réflexion donc sur cet esprit commercial des temps modernes. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors en fait, c'est son discours de remise des prix lorsqu'il a terminé ses études à Harvard en 1837, et c'est un exercice imposé. Cet étudiant, qui a 20 ans à ce moment-là, devant un parterre d'invités, de professeurs, de dignitaires, leur dit, je crois que nous aurions renversé la proportion et travaillé seulement un jour sur 7. Donc déjà là, il est un provocateur, même dans le contexte guindé d'une remise des prix. Il n'a pas peur de se mettre en marge et de se singulariser de façon paradoxale, d'aller contre le courant dominant, contre la doxa. Le travail n'est pas essentiel, ce qui importe c'est le loisir, et le loisir évidemment créatif, pas les loisirs au sens moderne, mais le loisir, la culture de soi. Pendant plus de 5 ans, je vécus seulement du travail de mes mains. Et je découvris que, en travaillant à peu près 6 semaines par an, je pouvais faire face à toutes les dépenses nécessaires à mon entretien. Mes hivers tout entiers, aussi bien que presque tous mes étés, je les gardais libres et consacrés à l'étude. Tandis que les gens de ma connaissance entraient sans hésitation dans le commerce ou dans les professions libérales, je considérais cette occupation comme valant les leurs. Courir les collines tout l'été pour ramasser les fruits que je pouvais trouver, et puis en disposer sans aucun souci pour moi. Et il revendique une vie extrêmement économe, une vie de dépouillement sur le plan matériel.
C'est là où en fait il y a un enseignement aujourd'hui d'Henry David Thoreau, c'est-à-dire qu'est-ce qui constitue un être humain justement dans un lien juste avec ses besoins, je dirais, un peu primaires, et non pas dans un refus de ça. Marc Blanchet. Donc c'est évidemment, ça a pu influencer une certaine écologie à partir des années 60 aux États-Unis, mais ça participe aussi du génie un peu de la pensée américaine, voire évidemment de ses traces à travers la littérature américaine. C'est-à-dire qu'on vit en contact avec la nature, on essaie d'en vivre de manière juste et même de manière dépendante, et d'une certaine manière, quand on arrive à avoir ce lien assez juste, peut-être qu'on peut être à même de donner une œuvre, de la fournir. Ce que recherche Thoreau dans la nature, c'est l'aspect sauvage, c'est la sauvagerie de la nature, presque hostile à l'homme. C'est une nature où l'homme peut être sans la dominer, et d'une certaine manière où l'homme peut disparaître, se retirer sans qu'il y ait de traces. Alors il y a le lien tout de même des Indiens avec la nature qui le touche, parce que là il y a tout de même quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus accru qui lui parle. Ensuite, lui justement fait partie de ces gens qui veulent traverser la nature, la connaître sans laisser de traces d'eux, sans la pervertir en fait. Donc il y a un rapport d'une certaine pureté à la nature et une sorte de participation absente dans les voyages. C'est là-dessus où justement il est très critique vis-à-vis de l'exploitation du bois dans les forêts humaines, parce qu'en effet il ne constate que de la destruction et une sorte de besoin barbare de l'homme de détruire la nature, bien au-delà de quelques besoins que ce soit. Mais je crois en effet qu'il est très fasciné par une nature un peu d'avant l'homme. Donc là, il veut voir évidemment comment ce pays qui est en train de naître, cette nation, elle peut aussi exister dans la préservation de cette sauvagerie, comme vous dites. Donc c'est tout de même aussi un beau paradoxe qui amènera John Muir à créer les parcs nationaux, par exemple. C'est-à-dire comment à un moment donné, on peut circonscrire un territoire et qui garde une véritable une nature naturelle, on pourrait presque dire, pas raisonnée, pas exploitée, ce qui est évidemment à l'inverse proportionnel de ce qu'on vit aujourd'hui, parce que peut-être on peut pas faire autrement. Et puis une fois que l'homme est dedans, en effet, il est exposé à des dangers qui sont ceux-là même de la survie. Comme je rentrais chez moi avec ma brochette de poisson, laissant traîner ma canne à pêche, il faisait presque nuit, et j'aperçus une marmotte traversant furtivement le sentier que je suivais. Je ressentis un frisson de plaisir sauvage, étrange, et j'eus la tentation soudaine et vive de la saisir et de la dévorer toute crue. Non pas que j'eusse faim à ce moment-là, mais à cause de ce qu'elle représentait de vie sauvage. Une ou deux fois pourtant, tandis que je vivais près de mon étang, je me surpris à courir les bois comme un chien de chasse affamé, en proie à un étrange déchaînement, cherchant quelque gibier que je puisse dévorer, et aucun n'aurait pu me sembler trop sauvage. Les lieux les plus perdus m'étaient devenus familiers sans que je puisse me l'expliquer. J'ai trouvé, je trouve encore en moi-même, une aspiration vers une vie plus élevée, ou, comme on l'appelle, spirituelle. Et c'est le cas pour la plupart des hommes, et aussi un autre instinct vers une vie primitive, rude et sauvage. Et je les respecte tous deux. J'aime la vie sauvage autant que la vie morale. Le premier essai des forêts du Maine, qui s'appelle, alors le nom est un peu difficile à prononcer, c'est le nom d'une montagne, c'est un nom d'origine indienne, le Ktad, relate l'expérience la plus étrange, à mon sens, qu'est faite Thoreau, qui est une expérience alors d'un type, je sais pas, religieux par rapport à la nature. Il va donc, il s'approche au plus près de cette montagne. Et il dit, il n'est plus question de s'en prendre maintenant aux institutions et à la société, il fallait se colter avec la vraie source du mal. Alors devant ce paysage titanesque, il entend la voix intérieure de la montagne qui lui dit, mais pourquoi viens-tu ici avant ton heure? Ce lieu n'est pas pour toi. Et il éprouve face à ce roc, loin de toute humanité, enfin une terreur sacrée. Alors bon, il voit là la matière brute et la source du mal. Comment vous qualifieriez cette expérience, Marc Blanchet? Oui, alors là, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez curieux, surprenant et un peu dérangeant. C'est-à-dire, est-ce que ça participerait d'une certaine grande ironie? Est-ce qu'il y aurait une sorte de source maléfique de la nature elle-même?
ou plutôt est-ce que cette source du mal, dès l'instant où elle passe par l'humain, n'est pas une source du mal, mais elle devient une source du mal. Je pense qu'il y a une sorte de défi aussi que se lance Henry David Thoreau en allant vers cette montagne, et c'est un défi au suprême, c'est un défi à Dieu d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est la prétention de l'homme posée sur la nature qui en est d'autant plus symbolique et révélée que justement elle émerge de la terre à travers la montagne, et donc d'une certaine manière c'est toute la notion d'ascension, de peut-être même à la fois de transgression et de transcendance qui est ici soulignée. Mais je crois aussi qu'il y a une manière de raconter chez Henry David Thoreau qui joue avec justement cette manière que l'homme aurait de défier la nature et d'avoir une véritable prétention vis-à-vis d'elle. Mais il y a quelque chose de très biblique qui se joue tout de même dans pas mal d'écrits d'Henry David Thoreau, même s'il y a une certaine distance. Et donc, d'une certaine manière, l'homme doit sans cesse être rappelé à son statut, non seulement de poussière, mais évidemment d'humilité. Et je crois qu'il mesure ça sans cesse, c'est-à-dire, mais où est l'homme dans ces moments-là? Où est l'homme quand il commence à s'approcher d'une montagne comme ça, archi-millénaire, ou qui est-il vraiment, et quelle est vraiment sa vraie nature, et pourquoi ose-t-il cela? Comme il se posera la même question sur la destruction des forêts dans le Maine, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fonde l'identité humaine dans ces moments-là? Et si on remet ça en question, inévitablement, on se retrouve dans une certaine solitude, et que la garantie d'une véritable dignité humaine serait peut-être d'être séparés les uns des autres, non par des différences ou des a priori, mais par des solitudes. Ce fut peut-être au cours de cette descente que je compris le mieux ce qu'était là la nature primitive, la nature indomptée et définitivement indomptable, quel que soit le nom que lui donnent les autres hommes. Il nous est difficile de concevoir une région inhabitée par l'homme. Nous tenons partout pour acquise sa présence et son influence. On n'a pourtant pas vu la pure nature si même au cœur des villes, on ne l'a pas vue de la sorte, vaste, terrible et inhumaine. La nature était là, sauvage et terrifiante, quoique belle. À voir ce qui avait fait les puissances, à voir la forme, la manière et les matériaux de leur œuvre, je regardais le sol que je foulais avec une crainte respectueuse. C'était là cette terre dont on nous a parlé, la fille du chaos et de l'antique nuit. Non pas jardin de l'homme, mais globe encore intact. Ni pelouse, ni pâturage, ni prairie, ni forêt, ni jachère, ni terre arable ou terre laissée à l'abandon. C'était la matière, vaste et terrible, non pas sa mère, la terre, dont on nous a parlé, faite pour y marcher et y être enterré, non, y coucher ses os serait encore faire preuve d'une familiarité excessive, mais le séjour de la nécessité et du destin. On ressentait là la présence d'une force que rien ne contraignait à être bienveillante pour l'homme. C'était un lieu fait pour le paganisme et les rites superstitieux, pour être habité par des hommes plus proches parents que nous, des roches et des animaux sauvages. Thomas Merton écrivait à la fin de cette préface donc au Père du désert, « Nous devons nous libérer à notre manière d'un monde qui court au désastre. » Guillaume Villeneuve. Eh bien, voilà, c'est un peu ce que pense Thoreau, c'est que le temps presse. Et Thomas Merton écrivait dans les années 60, puisqu'il est mort en 1968, il écrivait une préface qui se terminait en disant qu'il se pourrait fort bien que notre monde n'ait jamais eu autant besoin d'ermites qu'aujourd'hui, si vous voulez. Eh bien, je crois que Thoreau a beaucoup à nous dire, plus que jamais. Plus que jamais, mais le problème, peut-être le plus grave, c'est que la nature dont il parlait, la nature qu'il vénérait, cette nature existe-t-elle encore en 2007, 150 ans après sa mort? C'est-à-dire, quand vous songez à l'existence de la bombe atomique, quand vous songez à l'énergie nucléaire, quand vous songez aux manipulations génétiques, quand vous songez aux nanoparticules, c'est-à-dire à tout ce que des scientifiques, à mon avis, fous,
sont en train de faire dans leur laboratoire et parfois en plein air, s'agissant des OGM qui sont disséminés, on le sait parfaitement, sans aucune précaution. Donc la nature dont parlait Thoreau, peut-être que nous ne pouvons même plus la voir, ou ça, nous sommes en danger de ne plus la voir. Et on se souvient du mot d'Origène qui disait « il ne faut pas s'ouvrir la matière parce que le mal est dans la matière ». La rue vers l'or, c'est vers 48-49, ce qui n'empêche pas qu'il en parle beaucoup, et ça fait partie pour lui des choses de l'Amérique immorale. Michel Granger. Lui tourne le dos à l'ouest, où est le mouvement de l'Amérique, la destinée manifeste, selon l'expression de l'époque. Il tourne le dos en restant en Nouvelle-Angleterre, ou voire en allant vers l'Est, quand il va faire ses excursions sur le Cap Cod. Lui va un petit peu à contresens. Nous continuâmes le long du rivage jusqu'à un promontoire du nom de Whitehead, afin de mieux voir les rochers de Cohasset. Dans une petite crique, à moins d'un demi-mille, un vieil homme et son fils ramassaient avec leur attelage les algues que la tempête fatale avait rejetées sur le rivage, travaillant aussi sereinement que s'il n'y avait jamais eu le moindre naufrage au monde, alors qu'ils étaient à portée de vue du roc de l'Orque sur lequel le Saint John avait touché. Le vieil homme avait bien appris la nouvelle d'un naufrage, il était même au courant de la plupart des détails, mais il ne s'était pas rendu sur les lieux. Il s'intéressait surtout au naufrage des algues que la mer rejetait sur le rivage, le goémon, le varech, l'herbe de mer, comme il l'appelait, qu'il transportait dans sa charrette jusqu'à la cour de sa ferme. Les cadavres n'étaient pour lui qu'une autre sorte d'algues pareillement rejetées par la mer, à cette distinction près qu'il n'en avait pas l'usage. Plus tard, nous parvînmes jusqu'au port où le canot de sauvetage était mouillé, paré pour une nouvelle alerte. Et l'après-midi, nous aperçûmes au loin la procession funéraire, avec le capitaine et les autres rescapés marchant en tête. Finalement, ce spectacle ne s'était pas avéré aussi impressionnant que ce à quoi j'avais pu m'attendre. Serais-je, par hasard, tombé sur un seul et unique cadavre rejeté par la mer dans un endroit solitaire, que j'en aurais été plus affecté? Au fond, ma sympathie allait plutôt au vent et aux vagues, comme si secouer et mutiler ces pauvres corps humains était simplement pour eux une affaire de routine qui se trouvait être à leur ordre du jour. Si telle était la loi de la nature, à quoi bon perdre son temps en terreur ou pitié? Il y a quand même cette recherche, cette fascination pour les débris. Il cherche, il aurait pu se protéger, il aurait pu rester à l'intérieur du cap et il n'aurait pas vu tout ça. Or, il va récupérer des choses, il le recherche. Il y a même cette phrase dans le livre où il dit « Mais je souhaitais voir ce rivage où les œuvres des hommes sont réduites à des débris. » Michel Granger. Donc il y a bien quelque chose et c'est ça qui fait que cet ouvrage est très fort, où par rapport à ce personnage relativement optimiste qu'on voit dans Walden, il est à la recherche du lieu de la destruction, où le vide n'est pas très loin. Il y a un passage où il dit où il imagine, il ne dit pas, il imagine ce que ça doit être de descendre au fond.
il se fait presque peur. Voilà. Donc je crois qu'il a à ce moment-là approché au plus près du négatif, de la mort, de la souffrance, du vide, de la disparition. Il est fasciné par ce monde-là. Là aussi, il est sur la frontière. Oui. Et il regarde, il est entre peut-être effectivement le vivant et l'image de la mort que peut être l'océan. Oui, c'est à la limite du basculement. D'ailleurs, là, cette terre est une terre qui se fait périodiquement dévorer par la mer. Plusieurs jours plus tard, quelqu'un qui flânait sur la plage aperçut un objet blanc flottant sur l'eau. On s'en approcha à bord d'une chaloupe, c'était le corps d'une femme, en position verticale, dont le vent faisait flotter la coiffe blanche. Je compris que pour un marcheur solitaire, c'est la beauté de cette grève qui serait naufragée jusqu'à ce qu'il parvienne à percevoir que des naufrages, comme celui qui venait d'avoir lieu, l'augmentaient, au contraire, en faisaient une beauté plus rare, plus sublime. Il y a une chose qui est très étonnante aussi dans ses écrits, c'est l'attention au son. Ces livres pourraient être absolument mis en musique. Oui, d'ailleurs, il a intéressé des musiciens. Michel Granger. Il a intéressé des musiciens américains, donc c'est sans doute qu'il y a quelque chose. Et par rapport aux personnages très construits, construit par le regard. Le regard, c'est quelque chose de relativement intellectuel, qui contrôle, qui maîtrise à distance. Il est quelqu'un qui, à certains moments, entend, et là, il y a une sensualité auditive. Il essaye de faire prendre conscience de ce qu'il vit lorsqu'il entend des oiseaux nocturnes. Et là, c'est une élucubration littéraire au début, avec des réminiscences de choses qu'il a lues, d'images très littéraires sur lesquelles il brode un petit peu, et puis ça bascule dans quelque chose qui communique beaucoup moins, où là il travaille la matière du langage, il travaille des sons, et il s'interrompt pour dire j'ai besoin d'un son, j'ai besoin de 2 lettres pour dire ce que je ressens. Donc il y a des tirets, il dit je sais pas pourquoi j'emploie ça, mais j'ai besoin de ces 2 lettres G, L, G. Donc l'oreille, c'est quelque chose qui le fait entrer au plus profond de lui-même, d'une sensualité qu'il ne comprend pas bien. Et ce qui est admirable chez lui, c'est que à certains moments de son écriture, il se lance sans filet, il écrit, et il va au plus près de ce qu'il pense qu'il a à dire, sans savoir vraiment ce qu'il a à dire. Il va au plus près, il s'arrête, il dit j'en ai besoin, je sais pas pourquoi je le dis. Donc ça, je trouve que c'est admirable de ce courage dans l'écriture d'aller aussi loin qu'il peut. Alors, est-ce que ça communique? Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des passages un peu délirants dans Walden. C'est mis à nu. Que cherche-t-il? Parce qu'on a parlé de la recherche de l'absolu, mais ça reste très vague. L'écriture est pour lui une façon de s'approcher de sa vérité, mais c'est un mot à prendre avec précaution, parce que ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui existe, qui pourrait être figé, alors que là c'est quelque chose qu'il ne connaît pas, quelque chose qui l'entraîne. Il est mu entraîné par l'écriture, à la recherche d'un rêve, d'une vérité, d'une exigence.
poète au sens où sa prose est éminemment poétique. Encore une fois, c'est une prose spirituelle où la nature acquiert une stature divine et par conséquent qui nous rehausse nous-mêmes, à un moment, il parle d'Orion, il me semble, c'est-à-dire toujours le personnage, vous savez, gigantesque, dont la tête frôlait les nuages. Eh bien, il se sent comme cela lui-même, arpentant la nature, et il voudrait que ses lecteurs le deviennent. Henri-David Thoreau, une émission de Françoise Estèbe, avec Marc Blanchet, écrivain-photographe qui a préfacé Les Forêts du Maine aux éditions Corty, Michel Granger de l'Université de Lyon, spécialiste d'Henri-David Thoreau, qui a préfacé le recueil d'essais de Thoreau aux éditions Le Mot et le Reste, Guillaume Villeneuve, traducteur de La désobéissance civile aux éditions des Mille et une nuits, et la voix de Gilles Farcé, auteur de Henri Thoreau, l'éveillé du Nouveau Monde, aux éditions Albin Michel, archives INA, Martine Auger. Texte lu par Jean-Yves Berthelot et Christophe Lemay. Prise de son et mixage, Guy Senot, Jean-François Néolier. Réalisation, Nathalie Triandafilides. Le réel est pour moi beaucoup moins vrai que l'imaginaire. Pourquoi donne-t-on au premier cette importance et cette priorité singulière, je ne sais. C'est en proportion de leur éloignement du réel que mes pensées m'intéressent. Ce qu'il y a de singulier dans notre vie, ce n'est pas que nous suivions nos instincts, mais que nous leur résistions. Dans une direction ou dans une autre, nous nous efforçons de vivre d'une vie surnaturelle. Des tongs, un chapeau,